Ça, c'est fini. Elle a dit ça sans me regarder, en hochant le sac noir comme on secoue un animal mort. Le plastique a gémi, puis a heurté le fond de la poubelle bleue avec un bruit sourd, humide. Je savais ce qu'il y avait dedans. Mes robes. Pas toutes. Non seulement celles qui avaient une histoire. Les autres, les utiles, elle les avait laissées sur une chaise, comme des survivantes humiliées. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ?» J'allège, Madeleine. « On ne va pas garder des haillons. Ça empeste la naphtaline. » Elle a ouvert une deuxième fois le couvercle, y a glissé le tailleur bleu nuit que j'avais remis à ma mère avant son dernier souffle, puis elle a claqué la poubelle si fort que la cour s'est tue. Je suis restée droite, les mains serrées contre mon tablier. Paul, mon fils, regardait ses chaussures. Il ne m'a pas défendu. Il a juste dit, d'une voix plate, « C'est mieux, maman. Ça prend de la place. Toutes ces choses. » Ces choses. C'était mon mot de mariage brodé par ma tante. C'était l'ourlet à petits points d'une manche. C'était la doublure que Jacques aimait frôler du bout des doigts quand il pensait que je ne le voyais pas. C'était des années pliées avec soin dans du papier de soie. Et maintenant, un sac noir. Je n'ai pas crié. Dans cette maison, les cris ont toujours servi à ceux qui prennent. Je me suis approchée, j'ai posé ma main sur la poubelle comme on pose sa main sur une pierre tombale. « Ce ne sont pas des haillons », ai-je murmuré. « Si », a répondu Sophie. « Et d'ailleurs, le camion passe ce soir. Ce sera fait. » Elle souriait, ce sourire sec qui coupe. Elle régnait déjà dans mon couloir comme dans une pièce à elle, la reine des décisions qu'elle maquillait en bon sens. Paul a fait un pas vers moi. « Ne t'inquiète pas, on te rachètera quelque chose de moderne. » « Je n'ai pas besoin de moderne, Paul. J'ai besoin de mes affaires. » Il a haussé les épaules, gêné. Sophie a balayé la cour du regard, satisfaite. Et puis a-t-elle ajouté, « Tu comprends? On ne va pas se noyer dans le passé. On simplifie. » Simplifier. Toujours ce verbe-là pour justifier l'effacement. Je suis rentrée dans la cuisine sans dire adieu à la cour, au bac bleu, au tailleur bleu nuit. J'ai posé la bouilloire sur le feu, mais je n'ai pas allumé. La flamme aurait ressemblé à un sanglot. Sophie traversait la maison comme un inventaire qui se désigne propriétaire. Elle ouvrait les armoires, empilait, classait. Elle touchait le linge avec des doigts d'employé modèle, et à chaque fois, un morceau de moi disparaissait. Paul parlait de factures, d'assurance, d'air qui circule. Moi, je notais en silence. Sa main, sa voix, le sac, la date, l'heure. Quand ils sont partis, la maison s'est affaissée comme un soufflet. J'ai attendu que le portail se referme pour ressortir. Le soir tombait, on aurait dit que la cour avait rétréci. J'ai soulevé doucement le couvercle. L'odeur du plastique m'a piqué les yeux. J'ai vu la manche du tailleur bleu, froissée, étranglée par la torsion du sac. Au fond, un coin de lainage brun la robe que j'avais cousue pendant les nuits où Jacques rentrait tard de l'hôpital, quand j'avais besoin de tenir mes doigts occupés pour ne pas crier ma peur. J'ai senti une douleur nette, aiguë, pas dans le cœur plus bas, dans la mémoire du corps. J'ai hésité, puis j'ai secoué la tête. Le camion passait à 20 et 1 heure. Il était 10 à 8h40. J'avais du temps. Le temps, c'était tout ce qu'on me laissait encore. Je suis retournée dans la cuisine. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. J'ai cadré la poubelle, le sac entrouvert, le bout de la manche bleue, le couvercle, la cour, la pendule par la fenêtre. Clac, une photo, puis une autre, avec l'ombre allongée de la gouttière, puis une autre encore où l'on voit la date s'inscrire dans un coin. Ensuite, j'ai plongé la main et j'ai cherché, à tâtons, comme on cherche la preuve d'une infidélité au fond d'un tiroir. Mes doigts ont accroché quelque chose de mince et de rigide. J'ai tiré l'étiquette cartonnée de la maison Dubreuil, 1976. Tailleur sur mesure cliente, Monsieur Delma. J'ai fermé les yeux 1 seconde. Ce petit rectangle était un testament à lui seul. Je l'ai glissé dans ma poche, bien à plat, et j'ai repris une photo, de près, du sac, avec le bout d'étiquette arraché qui manquait à l'intérieur. Clac. Preuve. J'ai reposé le couvercle. Un merle a crié dans le lilas, le vieux lilas qui refusait de mourir, même quand l'hiver le cassait jusqu'aux nerfs. Je suis rentrée et j'ai pris mon carnet noir, celui que je pensais avoir fini d'écrire le jour où Jacques est parti. Je l'ai ouvert à une page blanche.
Mardi 14, 10 à 8h43. Elle a jeté mes robes. Poubelle bleue, sac noir taille XL. Tailleur bleu nuit mer, 1981. Robe brune couture de veillée, 2019. Paul a dit mieux. Sophie a dit simplifié. Photo 1, 2, 3. Étiquette Dubreuil dans ma poche droite. J'ai reposé le stylo. J'ai écouté la maison respirer. Il y a des moments où l'on vieillit d'un coup et d'autres où l'on retrouve sa colonne vertébrale d'un seul trait d'encre. Il était 10 à 8h55. Assez de temps pour un dernier geste. J'ai écrit sur un papier blanc, d'une main droite, objet jeté sans consentement, vêtements personnels témoins, horodatage photo. Je l'ai daté, signé, glissé avec l'étiquette et mon carnet dans la pochette grise, celle où j'avais conservé les papiers de Jacques. Au dos de la pochette, j'ai collé un post-it. Preuve. Le camion est venu tôt. J'ai écouté sa mâchoire avaler le sac. J'ai inspiré. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. La colère, chez moi, a la forme d'un dossier. Dans la nuit, Sophie m'a envoyé un message. Tu me remercieras plus tard. J'ai pris en photo l'écran avec l'heure. J'ai ajouté l'image à l'album Dossier avec les 3 premières. Chaque humiliation devient une pièce. Je l'ai appris trop tard pour Jacques, pas trop tard pour moi. Je me suis fait un thé, j'ai posé la tasse sur la table, j'ai regardé la fenêtre. Mon reflet me semblait plus net, comme si quelqu'un avait lavé le verre de l'intérieur. J'ai laissé mon index glisser sur la couverture du carnet. Très bien, ai-je dit à voix basse. Tu veux simplifier? Moi aussi. Simplifier. 1 heure chez le notaire. Simplifier. Une main courante s'il le faut. Simplifier. Une demande écrite de restitution des effets personnels. Datée. Recommandée. Simplifier. Ne plus supplier un fils, mais écrire à un officier public. Je me suis levée. J'ai pris la pochette grise. Je l'ai posée près de la porte. Demain, Maître Perrin ou quelqu'un d'autre l'ouvrirait. Je n'avais plus besoin qu'on m'aime pour avoir raison, j'avais une preuve. Avant de me coucher, je suis sortie une dernière fois dans la cour. Le lilas bruissait. J'ai chuchoté, pour Jacques qui, quelque part, gardait encore la maison. Il jette les robes, mon amour. Moi, je garde les dates. La date, l'heure, l'étiquette, les 3 photos, et ce message où elle promettait un bonheur fait d'effacement. Je suis rentrée, j'ai fermé la porte, et j'ai compris soudain que ma peur venait de changer de camp. Avant les sacs noirs, avant les mots froids, il y avait eu la lumière douce des étés de Provence, les rires dans la cour et les tissus que je faisais sécher au soleil. Ma vie, avant Sophie, sentait la lavande et la craie. J'étais couturière. Pas grande styliste, non une de celles qui savent sauver une manche, rattraper un ourlet, transformer une vieille robe en habit de fête. Les femmes du village disaient souvent « Madeleine a des doigts qui comprennent le fil ». Je souriais, un peu gênée, mais c'était vrai. Coudre, pour moi, c'était parler sans bruit. Jacques, mon mari, me taquinait. Si on te coupe la parole, tu la reprends avec une aiguille. Et il avait raison. Nous vivions simplement dans cette maison de la rue des Tilleuls que nous avions retapée pierre par pierre. Paul est né là, un matin de juin, dans la chambre où la lumière entrait comme une bénédiction. Je me souviens encore de la robe que je portais ce jour-là, du lin blanc, nouée à la taille, cousue à la main. C'était ma première création pour moi-même, et Jacques disait en riant que j'étais plus belle que le ciel. Les années ont passé, tissées de gestes modestes. Les repas, les draps changés, les fêtes du village, la boutique de couture où je travaillais 3 jours par semaine. J'avais mes clientes fidèles, des institutrices, des mères de mariés, des voisines discrètes. Elles venaient pour des ourlets, restaient pour une tasse de café. Je les écoutais parler de leurs peines, de leurs filles, de leurs espoirs. Je me disais que mon aiguille servait autant à repriser les tissus qu'à réparer les âmes. Quand Paul est parti faire ses études à Lyon, j'ai commencé à coudre pour lui. Des chemises bien repassées, des doublures solides, des boutons cousus au fil double. J'y mettais toute ma tendresse, toute ma fierté. Et puis, un jour, il m'a présenté Sophie. Je me souviens encore du premier repas. Elle portait une robe rouge sans un pli, sans un fil qui dépasse. Elle m'avait serré la main comme on serre un contrat. Elle m'avait appelée Madame Delma, avec un sourire d'excuse. Je m'étais dit qu'elle était brillante, qu'elle ferait du bien à mon fils. J'ignorais encore qu'elle avait horreur des choses faites à la main.
Elle trouvait mes vêtements trop chargés, mon salon un peu vieillot, ma voix trop douce. Elle m'a volé Paul sans éclat, sans drame, juste avec ce ton de femme moderne qui vous dit qu'elle fera mieux, parce que tout doit être optimisé, rationalisé, épuré. Je ne me suis pas méfiée. Les premières années, elle m'appelait pour des retouches. Elle disait « Je ne fais pas confiance aux petites couturières de la ville. Vous, au moins, vous avez du goût. » Et moi, naïve, je reprenais ses robes, j'ajustais sa taille, je cousais ses ourlets avec le même soin qu'autrefois pour les miennes. J'y mettais du cœur, sans voir le piège. Chaque point que je tirais me rapprochait d'une place plus étroite dans sa vie. Elle prenait tout mon fils, mon savoir, mes gestes, et me rendait des remerciements polis. Quand Jacques est tombé malade, c'est elle qui a pris les commandes. Les papiers, les rendez-vous, les décisions. J'étais reléguée au rang d'assistante sentimentale. Elle disait « Il faut que tout soit propre, clair, pratique. » Et elle avait déjà ce ton qu'ont ceux qui s'apprêtent à hériter. Je cousais encore, par réflexe pour ne pas m'effondrer. Une robe grise pour les jours de visite à l'hôpital, une bleue pour les soirs de prière, une blanche pour le jour où Jacques a fermé les yeux. Chaque tissu était un rempart contre le vide. Après sa mort, j'ai suspendu mes aiguilles. Le silence avait remplacé le bruit du fil. Sophie venait m'aider, disait-elle. Mais chaque fois qu'elle franchissait le seuil, quelque chose disparaissait. Une nappe, une boîte, une odeur. Elle me parlait comme à une vieille dame maladroite. « Il faut désencombrer, Madeleine. Tu t'accroches trop au passé. » Et moi, je hochais la tête, incapable de répondre. Ce jour-là, quand elle a jeté mes robes, j'ai compris que ce n'était pas un tri, c'était une prise de pouvoir. Elle ne voulait pas ranger, elle voulait effacer. Et j'ai senti en moi quelque chose de très ancien, se réveiller la femme qui avait appris à coudre dans le silence, mais aussi à tenir le fil quand tout se défait. Je me suis revue 20 ans plus tôt, pliant une robe fraîchement terminée, écrivant sur l'étiquette « à conserver pour les grandes occasions ». Je n'imaginais pas alors que la grande occasion serait ma propre résistance. Alors, ce soir-là, seule dans la cuisine, entourée du vide qu'elle avait créé, j'ai repris mon carnet. Et, pour la première fois depuis la mort de Jacques, j'ai senti que mes doigts retrouvaient leur métier. Relier, assembler, raccommoder. Pas des vêtements, non. Des vérités. Les semaines suivantes ont eu un goût d'eau tiède. Sophie continuait de venir aider. Un mot qu'elle utilisait comme une clé passe-partout. Chaque fois qu'elle franchissait la porte, un peu plus de ma maison cessait de m'appartenir. « Tu veux que je t'aide à ranger la vaisselle ?»« Non, merci, je connais mes placards. »« Oui, mais ça ira plus vite avec moi. » Et, sans attendre ma réponse, elle ouvrait les tiroirs, déplaçait les assiettes, empilait les tasses selon son ordre. Son ordre, c'était toujours cela le cœur du problème. Elle avait commencé par les mots. Des petites phrases anodines en apparence. « Tu devrais te reposer, Madeleine, tu fatigues vite. À ton âge, tu ne peux plus tout faire. Laisse-nous t'aider à tourner la page. » La page. Comme si ma vie entière n'était qu'un vieux journal qu'on pouvait refermer d'un geste sec. Un dimanche, elle est venue avec une boîte en plastique remplie de produits ménagers. « Regarde, j'ai trouvé un désinfectant écologique. Tu devrais t'en servir, ton sol colle un peu. » Je l'ai regardée sans mot dire. J'ai senti mes joues chauffer. Elle, toujours avec son air bienveillant, ajoutait « Je dis ça pour ton bien. Paul est inquiet, tu sais. Paul, justement. Mon fils, il m'appelait de moins en moins, et quand il le faisait, c'était sur le ton des enfants qui surveillent un parent fatigué. « Tu manges bien, maman? Tu prends tes médicaments ?» Je voulais lui dire « Mon cœur va bien, c'est ton silence qui me rend malade. » Mais je me taisais. Sophie m'observait. Elle guettait mes failles. Chaque fois que je me trompais de mots, que je répétais une histoire, elle levait les yeux au ciel. « Tu radotes un peu, Madeleine. » Et Paul souriait, gêné, mais ne disait rien. Petit à petit, je me suis surprise à parler moins, à me lever plus lentement, à m'excuser de déranger dans ma propre maison. Un soir, elle a apporté un dossier. J'ai imprimé des brochures pour des résidences seniors. Pas un placement, juste une idée. Ce serait plus confortable, non? J'ai pris les papiers, je les ai lus sans les comprendre. Des mots administratifs, des sourires figés de vieilles femmes heureuses. Je les ai posés sur la table, calmement. Je ne quitte pas cette maison. Elle a haussé les épaules. On verra.
Ce on verra m'a glacé. C'était le même ton qu'on prend pour parler d'un objet qu'on va remplacer, pas d'une personne qu'on respecte. Ce jour-là, j'ai recommencé à écrire dans mon carnet. Pas pour pleurer, pour me souvenir. Brochure de maison de retraite remise sans demande d'intention. Déplacée, non aidée. Quelques jours plus tard, j'ai entendu un bruit dans le grenier. Je suis montée. Sophie y rangeait des cartons. Les miens. Ce sont juste des vieilleries, m'a-t-elle dit. J'ai ouvert l'un des cartons. Mes lettres. Celles de Jacques, celles de Paul quand il était à l'armée, celles de ma mère. Je les ai prises dans mes bras comme on reprend un enfant. Tu n'as pas le droit de toucher à ça. Oh, ne dramatise pas, Madeleine. Tu gardes tout, c'est maladif. Je l'ai regardé longtemps. J'ai vu dans ses yeux ce mépris tranquille, celui qui ne s'excuse pas parce qu'il se croit légitime. Ce soir-là, j'ai compris qu'elle ne se contenterait pas de mes robes. Elle voulait mes traces, mes plis, mes papiers, mes preuves d'existence. Alors j'ai changé de méthode. Je suis redevenue l'ombre silencieuse qu'elle voulait, mais une ombre qui note. Chaque mot, chaque geste, chaque intrusion. Je gardais les tickets, les reçus, les messages, les photos. Je faisais ce qu'elle ne ferait jamais. Je bâtissais un dossier, pas pour me défendre, mais pour témoigner. Un soir, alors qu'elle rangeait les couverts, elle a dit d'un ton faussement léger. « Paul dit souvent que tu as eu une belle vie, Madeleine. Maintenant, tu pourrais lâcher un peu. » Je me suis tournée vers elle. « Et toi, Sophie, tu as déjà eu une belle conscience ?» Elle a rougi, surprise. C'était la première fois que je la piquais. Je crois qu'elle a compris à cet instant que je n'étais plus une proie muette. Elle a souri, glaciale. « Oh, tu deviens agressive. Ce n'est pas bon signe, à ton âge. » J'ai noté la phrase dans mon carnet. Et dessous, j'ai ajouté. Les phrases sont des armes quand on les garde exactes. La nuit suivante, j'ai rêvé de mes robes jetées, de leurs tissus mêlés à la poussière, et de moi, les ramassant patiemment, point par point, comme pour recoudre une mémoire qu'on avait voulu déchirer. Je me suis réveillée en sueur, mais lucide. Je savais que la prochaine fois, elle ne se contenterait plus de jeter des tissus. Elle essaierait de me jeter, moi, et j'étais prête. C'est arrivé un jeudi de mars, un de ces jours où la pluie s'invite à midi et ne repart plus. Sophie avait les clés de la maison pour aider, encore ce mot, et elle entrait sans prévenir. Je cousais un ourlet sur une vieille nappe, un geste inutile, mais apaisant. J'ai entendu la porte claquer, ses talons dans le couloir, puis sa voix claire. « Ah, tu es là? Parfait, on va pouvoir faire un peu de tri dans les papiers. » Sans même enlever son manteau, elle s'est dirigée vers le buffet où je rangeais mes documents. Elle a ouvert les tiroirs, sorti les dossiers. Je me suis levée, la gorge serrée. « Laisse ça, Sophie, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je ne touche qu'à l'administratif. Tu serais surprise de tout ce qu'on garde inutilement. » Elle a feuilleté mes relevés bancaires, mes quittances, puis elle a sorti une pochette beige, celle où se trouvait le reçu du notaire, celui de la donation que Jacques avait préparée pour moi avant sa maladie. J'ai tendu la main. « Donne-moi ça. » Elle a reculé, un sourire au coin des lèvres. « Oh, ce n'est pas bien grave, tu sais. Je voulais juste vérifier 2 ou 3 choses. » Elle a ouvert le dossier, et j'ai vu dans ses yeux la satisfaction froide de quelqu'un qui met enfin la main sur ce qu'il cherchait. « Tiens donc, une clause usufruit totale, hein ?» Elle m'a regardé. Jacques était généreux. « C'est ce qu'on appelle l'amour, » ai-je répondu. Elle a haussé les épaules. « Oui, mais les temps changent. Il faudra bien ajuster tout ça. » « Ajuster? Tu ne peux pas vivre ici seul éternellement. Paul et moi, on pense que tu serais mieux ailleurs, dans un endroit plus sûr. Et cette maison, on pourrait la louer. » Je me suis sentie glacée, vidée. J'ai dit doucement. « Cette maison, Sophie, c'est ma vie. » « Non, Madeleine, c'est un bien. Et un bien, ça se gère. » Elle a pris les papiers, les a glissés dans son sac. Je me suis avancée, tremblante. « Tu n'as pas le droit. »« Si, j'ai un mandat, » m'a-t-elle répondu, calmement. Paul m'a signé une procuration pour m'occuper de tout. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de la colère, non. Une lucidité glaciale. J'ai compris, à cet instant précis, que tout ce qu'elle faisait depuis des mois, le rangement, le tri, les dossiers, les phrases déguisées en conseils, n'était qu'un plan lent et méthodique pour me déposséder. Ce n'était pas de la maladresse. C'était une stratégie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré.
Je me suis assise, lentement, et j'ai dit « Très bien, fais comme tu veux ». Elle a souri, un sourire de victoire. Enfin, tu comprends, ce sera plus simple pour tout le monde. Quand elle est partie, j'ai attendu que le bruit de sa voiture disparaisse. Puis je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir secret du buffet, celui que Jacques avait fabriqué lui-même. J'y ai sorti une clé USB, une vieille clé argentée, où j'avais enregistré les scans de tous nos documents, les photos, les lettres, les preuves. Et surtout, la photo de la poubelle bleue, le jour où elle avait jeté mes robes. Preuve numéro 1. Et maintenant, son mandat. Preuve numéro 2. J'ai pris mon carnet noir. J'ai écrit. Elle a pris les papiers. Mandat signé par Paul. Vérifier la validité juridique. 16 et 12. Puis j'ai ajouté. Ne plus jamais la contrer par des mots. Seulement par des preuves. Le lendemain, je me suis rendue chez la notaire de la ville, Maître Clément, une femme jeune, calme, à la voix claire. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit « Ce qu'elle fait est grave. Vous avez des preuves ?» J'ai posé la clé USB sur son bureau. « J'ai tout. » Elle a souri. « Alors ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, on va parler le langage qu'elle comprend. Celui des actes. Nous avons passé 2 heures à tout examiner. Le testament, les procurations, les relevés, les photos, le message « Tu me remercieras plus tard ». Elle a tout classé dans un dossier, qu'elle a refermé d'un geste ferme. Ce dossier, Madame Delmas, c'est votre bouclier. Je suis sortie de l'étude avec un mélange de vertige et de force. J'avais une arme, mais une arme propre, la vérité. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je voulais simplement que la loi rétablisse ce que l'amour avait protégé et que la manipulation avait tenté de voler. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. La voix de Sophie, légère, presque chantante. J'ai pris rendez-vous chez le notaire pour mettre à jour les papiers. Tu n'as rien à faire, je m'occupe de tout. J'ai souri. Elle ne savait pas encore que le notaire, désormais, c'était moi qui l'avais choisi. Et qu'à force de vouloir simplifier, elle venait de se compliquer la vie. Je me suis assise, j'ai allumé la lampe et j'ai murmuré. « Très bien, Sophie. Continue à parler. Moi, j'écrirai. » Les jours qui ont suivi ma visite chez Maître Clément furent étrangement calmes. Le genre de calme qui suit une tempête, quand tout semble rangé, mais que rien n'est plus à sa place. Je faisais le thé le matin, j'arrosais mes plantes. J'écoutais le tic-tac de l'horloge, comme si ses gestes avaient le pouvoir de recoller le monde. Pourtant, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement de la douleur, c'était une vigilance froide, précise. Je regardais désormais ma vie comme une scène de théâtre, où chacun jouait son rôle. Sophie, la belle-fille moderne et calculatrice. Paul, l'homme fatigué, trop lâche pour voir. Et moi, la vieille femme qu'on croit effacée, mais qui prend des notes dans l'ombre. Je n'étais plus spectatrice. J'étais témoin. Et un témoin, ça écrit. Chaque matin, avant d'ouvrir les volets, j'écrivais dans mon carnet noir. Des phrases brèves, datées, sans fioriture. Appel de Sophie à 10-12 ton tranchant, évoque la maison. Paul ne parle plus d'argent mais de sécurité. Sentiment d'être catalogué comme un dossier administratif. J'écrivais comme on respire. C'était ma manière de ne pas me dissoudre. Je relisais parfois les pages plus anciennes, celles où j'évoquais Jacques, la couture, la lumière de nos débuts. Ces mots-là étaient devenus mes repères. Je comprenais maintenant qu'ils contenaient plus que de la nostalgie. Ils étaient la preuve d'une vie vécue, d'une femme debout. Et c'était précisément cela que Sophie voulait gommer. Elle ne supportait pas ce que je représentais. La mémoire, la continuité, le fil qui relie avant et après. Une nuit, je me suis réveillée brusquement. Il pleuvait fort. J'ai allumé la lampe et j'ai regardé mes mains. Elles tremblaient un peu, mais elles étaient encore solides. Je me suis dit, elles ont bâti, elles bâtiront encore. Je me suis levée, j'ai marché dans la maison. Chaque objet semblait me parler. La table de la cuisine, les rideaux, la photo de mariage. Tout ce que j'avais gardé n'était pas encombrant, c'était la preuve que j'avais existé. Et personne, pas même Sophie, ne pouvait me retirer cela. Je me suis assise au bureau, j'ai pris une feuille blanche. J'y ai écrit, en lettres lentes et fermes. Je refuse d'être gommée. Le lendemain, j'ai appelé la mairie, puis la banque, puis l'étude notariale. Pas pour crier,
non pour comprendre. Je voulais savoir ce que valait réellement ce fameux mandat signé par Paul. Chaque conversation me donnait une pièce du puzzle, une copie, une clause, un détail administratif. Et chaque détail confirmait ce que je pressentais. Sophie avait fait signer sans explication complète, profitant de l'épuisement de mon fils. Cette découverte m'a fait mal, bien sûr, mais d'une douleur utile, celle qui est claire. Je me suis souvenu des mots de Maître Clément. Le droit protège les lucides, Madame Delmas, pas les bruyants. J'ai donc choisi d'être lucide, pas bruyante. Je me suis mise à ranger mes papiers, comme on prépare une bataille propre. J'ai classé, numéroté, annoté. Chaque photo, chaque message, chaque reçu avait une place, une date, une raison d'être. Je n'étais plus la vieille femme qu'on manipule, j'étais l'archiviste de ma propre vérité. Le soir, je priais, pas pour qu'on me rende justice, mais pour garder la force d'attendre. J'ai compris que la vengeance bruyante use, mais que la patience instruit, et que le silence, s'il est armé de preuves, devient un langage imparable. Un dimanche, Paul est venu seul. Il avait l'air fatigué. Sophie dit que tu exagères, maman, que tu inventes. Je l'ai regardé calmement. Non, Paul, j'écris. Écrit? Oui. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Un jour tu liras. Il n'a rien répondu. Mais j'ai vu dans ses yeux une inquiétude nouvelle. La peur peut être que sa mère ait cessé d'être docile. Quand il est parti, j'ai ajouté dans mon carnet « L'écriture effraie ceux qui mentent. Continuez. » Je me suis fait un thé, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent apportait une odeur de lilas mouillé. Et j'ai pensé à Jacques. Il m'aurait dit, avec ce calme d'autrefois, « Ne te venge pas, Madeleine, sois exacte. » Alors j'ai souri, parce qu'il avait raison, parce qu'au fond, la précision est la plus belle des vengeances. C'est à partir de ce matin-là que tout a vraiment commencé. Non pas la guerre, non. J'en avais fini avec les guerres inutiles, mais la reconstruction, silencieuse, précise, méthodique. Je ne voulais plus pleurer. Je voulais comprendre, documenter, agir. Maître Clément m'avait dit, « Vous êtes beaucoup plus organisé que la plupart de mes clients. Si vous continuez comme ça, ils se prendront dans leur propre filet. » Et ce mot « filet » m'avait fait sourire. J'étais couturière, après tout. Les filets, je savais les tisser. Chaque matin, je commençais ma journée par un rituel, un café, une page de carnet et une vérification des dates. Je relisais mes notes à voix haute le 12 mars, le 17, le 24, pour que ma mémoire se souvienne et que ma colère reste calme. Je photographiais les enveloppes, les relevés, les lettres de la banque. J'apprenais à parler le langage de l'administration. Mandat, usufruit, procuration, transfert de patrimoine. Des mots froids mais puissants. Maître Clément m'avait aussi conseillé un allié discret, un huissier. Un homme sec, poli, qui m'écouta longuement et finit par dire « Vous avez raison d'être prudente. Quand les familles se déchirent, les papiers deviennent des armes. Nous ferons les constats qu'il faut. » Le soir même, je lui ai envoyé mes photos. La poubelle bleue, le tailleur, le message de Sophie. Il m'a répondu simplement « Reçus, daté, authentifié ». Ces 3 mots m'ont rendu plus forte qu'un mois de compliments. Pendant ce temps, je laissais Sophie croire qu'elle gagnait du terrain. Elle continuait ses visites, ses phrases sucrées. « Tu verras, Madeleine, tu me remercieras quand tout sera en ordre. » Je souriais, docile. Je la laissais fouiller, noter, parler. Mais chaque fois qu'elle ouvrait un tiroir, j'en ouvrais un autre dans ma tête, celui de mes preuves. Elle a commencé à se vanter auprès de ses amis. Ma belle-mère devient un peu sénile, je m'occupe de tout. J'ai noté la phrase recopiée telle quelle, avec la date et le nom du témoin. Et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin pour un certificat médical complet, prouvant ma pleine lucidité. Quand il me l'a remis, je l'ai glissé dans la pochette grise, entre papier de Jacques et mandat Paul. Petit à petit, mon dossier devenait une architecture. Chaque humiliation y trouvait sa place, classée, numérotée, utile. Puis il y eut le jour de la banque. Sophie avait tenté d'accéder à mon compte en ligne, prétendant que j'avais oublié mes codes. Le conseiller, un jeune homme doux et embarrassé, m'a appelé « Madame Delmas, votre belle-fille dit gérer vos affaires. Est-ce exact ?» Je lui ai répondu calmement « Non. » Et je vous demande de noter cet échange. Il a acquiescé, mal à l'aise, et m'a proposé de venir.
Je m'y suis rendue le lendemain, avec mon carnet noir sous le bras et mon tailleur gris. J'ai tout expliqué. Je lui ai montré les copies, les mandats, les dates. Il a ouvert de grands yeux. Vous avez des preuves solides, madame. Je bloque tout mouvement jusqu'à nouvel ordre. Je suis sortie de la banque légère, comme après une délivrance. Le vent sentait le papier et la justice. Ce soir-là, j'ai téléphoné à Maître Clément. C'est fait, ai-je dit. Parfait, m'a-t-elle répondu. Nous allons rédiger une lettre officielle à votre fils. Pas pour accuser, pour informer. Informer? Oui. C'est la forme la plus élégante de la défense, la transparence. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la lettre à relire. 3 pages. Froide, impeccable, indiscutable. Elle disait simplement « Toute opération financière ou administrative concernant le patrimoine de Madame Madeleine Delmas devra désormais être soumise à l'accord écrit de cette dernière. Les actes antérieurs seront vérifiés pour conformité. Aucune colère, juste la clarté. Et dans cette clarté, Sophie s'est dissoute. Je n'avais plus peur. J'allais au marché, je croisais les voisines, je souriais. Mais sous ce calme, j'étais prête. Je savais qu'elle allait réagir, chercher à comprendre comment la vieille femme qu'elle croyait dominer avait pu inverser la balance. Je n'attendais plus qu'un signe. Et il est venu, un matin d'avril, une lettre posée sur la table, glissée par Paul. Une lettre écrite par Sophie. « Madeleine, j'ai découvert que tu avais modifié les accès à la banque. C'est très maladroit. Tu mets Paul dans une situation difficile. Nous allons en discuter avec notre avocat. » Je l'ai relu 3 fois. Et j'ai éclaté de rire. Un rire sec, bref, libérateur. Parce que, désormais, c'était moi qui avais un avocat, et des preuves, et une mémoire structurée. J'ai refermé mon carnet noir et j'ai écrit en bas de la page. Le piège commence à se refermer. Puis j'ai ajouté, en marge, la vengeance, c'est quand la loi finit par parler avec votre voix. Et j'ai préparé ma robe bleue, celle que Sophie n'avait pas réussi à jeter. Celle que je mettrais pour le jour de la confrontation. Le jour de la confrontation, je m'en souviens comme d'un théâtre parfaitement réglé. Pas une improvisation, pas un cri. Tout était écrit d'avance dans mes carnets, dans mes preuves, dans ma patience. Maître Clément m'avait appelé la veille. « Madame Delmas, votre belle-fille m'a contacté. Elle souhaite un rendez-vous pour clarifier la situation. »« Parfait, ai-je répondu. J'aime la clarté. » Elle a ri doucement. « Vous viendrez avec vos documents? »« Tous, ai-je dit. Même les photos des sacs poubelles. » Le lendemain matin, je me suis habillée lentement. J'ai choisi ma robe bleue, celle qu'elle avait voulu jeter, celle qui sentait encore le savon de Marseille. Je me suis coiffée devant le miroir, les doigts précis, comme pour coudre ma propre armure. Sur la table, j'ai posé la pochette grise, le carnet noir, le certificat médical et l'enveloppe avec le sceau du notaire. Puis j'ai bu mon café sans trembler. Je n'étais plus la belle-mère qu'on écarte, j'étais une plaignante calme, légitime. Quand je suis arrivée à l'étude, Paul et Sophie étaient déjà là. Lui, crispé. Elle, impeccable comme toujours, parfumée d'assurance. Elle m'a à peine saluée. « Bonjour Madeleine. »« Bonjour Sophie. » Maître Clément a ouvert le dossier. « Merci d'être venu. Nous allons examiner les points litigieux concernant la gestion du patrimoine de Madame Delmas. » Sophie a souri, faussement courtoise. « Il n'y a pas de litige, seulement un malentendu. Ma belle-mère exagère certaines choses, voilà tout. » Je l'ai laissé parler. Elle a sorti ses papiers, brandi sa fameuse procuration, évoqué mes soi-disant trous de mémoire. Paul, à côté, hochait la tête, mal à l'aise. Je notais mentalement chaque mot, chaque inflexion. Et puis, quand elle a fini, j'ai simplement posé ma main sur la pochette grise. « Puis-je, maître, répondre point par point ?»« Bien sûr, Madame Delmas, » a dit la notaire. J'ai ouvert la pochette. Page après page, j'ai sorti les documents. La photo du sac poubelle bleu, horodaté. Le message « Tu me remercieras plus tard ». La preuve du mandat bancaire abusif. Le certificat médical attestant ma pleine lucidité. Les captures d'écran de ces messages. Le constat d'huissier. Chaque pièce tombait sur la table avec un bruit sec, définitif. Sophie, peu à peu, se figeait. Paul pâlissait. Maître Clément a tout lu en silence, puis a levé les yeux vers Sophie. « Madame, savez-vous que ces éléments constituent des preuves de tentative d'abus de faiblesse? »
Sophie a dégluti. Ce n'est pas ce que vous croyez, c'était pour l'aider, pour simplifier. Simplifier? Ai-je répété. Oui, vous avez simplifié ma vie, Sophie. Vous avez jeté mes robes, vidé mes tiroirs et tenté de m'effacer. Mais voyez-vous, j'ai tout noté. Elle s'est levée, tremblante. Vous exagérez, j'ai voulu faire du bien. Le bien ne se cache pas derrière des mensonges, ai-je dit doucement. Paul a murmuré. Maman, s'il te plaît, je l'ai regardé, sans colère. Je ne t'en veux pas, Paul. Je veux juste que tu saches ce qu'elle a fait. Maître Clément a refermé le dossier. À ce stade, Madame Delmas a le droit de déposer plainte. Mais elle souhaite sans doute éviter le procès. Oui, ai-je dit. Je ne veux pas de vengeance. Je veux réparation et distance. Sophie, livide, a demandé « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je veux que vous sortiez de ma vie et de ma maison. Et Paul? Paul décidera. Mais moi, j'ai décidé de ne plus subir. » Le silence s'est abattu dans la pièce. Maître Clément a hoché la tête, approuvant. « Madame Delmas, votre dossier est complet. Si Madame tente une nouvelle démarche, elle sera immédiatement poursuivie. » Je me suis levée, calmement. J'ai glissé mon carnet noir dans mon sac. Avant de partir, je me suis tournée vers Sophie. Vous savez, Sophie, dans la couture, quand un fil casse, on ne le tire pas davantage. On le remplace. C'est ce que je fais aujourd'hui. Elle a baissé les yeux. Paul, lui, n'a rien dit. Mais dans son regard, il y avait autre chose qu'avant quelque chose de brisé peut être de lucide. Je suis sortie de l'étude. L'air m'a semblé plus pur. Je me suis arrêtée sur le trottoir. Le soleil traversait les nuages. Et j'ai pensé, voilà, le piège s'est refermé. Pas dans le bruit, pas dans la fureur, mais dans la netteté. Le soir, j'ai rangé la robe bleue au fond de l'armoire. Elle n'avait plus besoin d'être portée. Elle avait déjà servi. J'ai ouvert mon carnet et écrit, d'une main tranquille, confrontation terminée, vérité exposée, aucun cri, aucun mensonge, le silence a gagné. Puis j'ai ajouté, la prochaine étape, respirer. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi sans sursaut, sans cauchemar. Le passé, enfin, avait cessé de m'effacer. Les jours qui ont suivi la confrontation furent étrangement vides, comme après un orage. On sentait dans l'air cette lourdeur particulière des vérités qu'on ne peut plus ignorer. Sophie avait cessé de m'appeler. Paul aussi. Leur silence pesait sur la maison, mais c'était un silence que je préférais désormais à leur voix pleine de condescendance. Au début, j'ai cru que la solitude allait me ronger. Mais non, elle m'a nettoyée. Chaque jour sans eux était une respiration retrouvée. J'ouvrais les volets, je faisais le thé, je notais la température dans mon carnet bleu, j'avais décidé de ne plus noircir le noir. J'apprenais à exister sans attendre qu'on m'adresse la parole. Un matin, la factrice m'a remis une enveloppe beige, au cachet froid. Cabinet Duval, associé. Le nom m'a suffi pour comprendre. C'était leur avocat. J'ai ouvert doucement, sans peur. La lettre disait, avec une politesse tranchante, « Notre cliente, Madame Sophie Delmas, souhaite clore à l'amiable tout différent. Elle renonce à toute prétention relative à la maison de la rue des Tilleuls et à toute gestion de patrimoine concernant Madame Madeleine Delmas. » Sous la signature, il y avait cette phrase. Elle considère que la situation actuelle n'est plus propice au dialogue. Je me suis mise à rire. Un rire silencieux, profond, presque joyeux. J'ai murmuré. Non, Sophie, il n'y a plus de dialogue, c'est vrai. Il y a eu un verdict. J'ai déposé la lettre sur la table, à côté du vase de lilas, puis j'ai écrit sur mon carnet. Clôture. Elle renonce. Je respire. Quelques jours plus tard, Paul est venu seul. Il avait le visage fatigué, les cernes creusées. Je lui ai ouvert, sans rancune. Entre. Il est resté debout, mal à l'aise. Elle est partie, maman. Elle a pris les enfants et s'est installée chez sa sœur. Je vois. Elle dit que tu nous as détruits. Non, Paul. Je n'ai rien détruit. J'ai juste cessé d'être détruite. Il a baissé les yeux. Ses épaules tremblaient. Je lui ai versé un café. Il ne l'a pas touché. Tu te rends compte, maman? Je n'ai rien vu. Tu n'as pas voulu voir. Ce n'est pas la même chose. Il a hoché la tête. J'ai honte. Je lui ai pris la main. Ne porte pas la honte des autres. C'est lourd inutilement. Il a pleuré en silence. C'était la première fois depuis la mort de Jacques que je voyais mon fils pleurer. Et ce jour-là,
quelque chose en moi s'est apaisé. Non pas la blessure, mais la tension du combat. Avant de partir, il m'a dit « Je veux que tu saches que je t'admire. N'admire pas Paul. Observe. Et retiens. » Les semaines suivantes, les voisins chuchotaient. Certains disaient « On dirait qu'elle s'est vengée. » D'autres murmuraient « Non, elle s'est juste défendue. » Moi, je ne disais rien. La vengeance, c'est le bruit. La justice, c'est le silence bien rangé. J'ai recommencé à coudre un peu. Des ourlets pour des voisines, une robe d'été pour la fille de Lucette. Mes mains retrouvaient le fil, mon esprit retrouvait le calme. Et chaque point cousu me semblait une prière muette pour toutes celles qu'on traite d'invisibles. Je recevais parfois des messages de Paul. « Les enfants te demandent souvent. » Je répondais simplement. Qu'ils grandissent avec mémoire. Je savais qu'ils viendraient un jour. Et ce jour-là, je leur montrerais non pas mes robes, mais mes preuves. Pas pour accuser leur mère, mais pour leur apprendre une chose essentielle, que la vérité n'a pas besoin de crier pour exister. Un soir, alors que je rangeais mes dossiers, j'ai trouvé, entre deux feuilles, une petite photo, Sophie, le jour de leur mariage. Je l'ai regardée longuement. Elle était belle, souriante, insouciante. J'ai murmuré « Tu aurais pu être ma fille. Tu as préféré être mon juge. » Et sans amertume, j'ai glissé la photo dans une enveloppe blanche sur laquelle j'ai écrit « Clôturé ». Je l'ai rangée au fond d'un tiroir, sans trembler. Le lendemain, je suis allée au marché. Le soleil réchauffait les pavés. Lucette, la boulangère, m'a dit « Vous avez l'air apaisée, Madeleine. » Oui. J'ai enfin remis ma maison à sa place. « Ah bon? Vous avez fait des travaux? » Non, des mots. Elle a ri sans comprendre. Et moi, j'ai souri. Je savais que, dans cette maison désormais silencieuse, chaque mur, chaque meuble, chaque tissu retrouvait sa vraie propriétaire. Moi. L'été arriva lentement, comme un pansement posé sur les blessures de l'hiver. La maison de la rue des Tilleuls, longtemps pleine de tension, se remit à respirer. Chaque matin, je laissais entrer la lumière sans crainte d'entendre la voix de Sophie dans le couloir. J'ouvrais les fenêtres, le vent s'engouffrait, apportant l'odeur du lilas et du linge propre. La paix avait un parfum discret, presque timide, mais tenace. Je passais mes journées à coudre, à écrire, à boire du thé trop fort. Je n'avais plus besoin de me justifier auprès de personne. Pour la première fois depuis des années, j'étais maîtresse de mes gestes, de mes mots, de mon silence. Un matin, j'ai décidé d'aller à la mer. Pas très loin, juste à 1 heure de route, à Cassis. J'ai pris le train de 7 heures, mon carnet bleu sous le bras et mon panier d'osier vide. Dans le wagon, les gens parlaient bas, la lumière traversait les vitres comme une caresse. Je me suis surprise à sourire pour rien. C'était étrange, ce sentiment de redevenir légère à mon âge. À Cassis, j'ai marché jusqu'au port. L'eau avait cette teinte turquoise que j'avais oubliée. Je me suis assise sur un banc, les mains posées sur mes genoux. Le vent faisait bouger mes cheveux gris. J'ai regardé les bateaux, les mouettes, la vie simple des gens qui ne savent pas ce que c'est que d'être effacés. Je me suis dit, voilà ce que j'aurais dû faire depuis longtemps, respirer sans permission. Au café du port, j'ai commandé une limonade. Le serveur, un jeune homme aux yeux clairs, m'a souri. C'est rare de voir une dame seule prendre le temps de s'arrêter ici. J'ai mis 70 ans pour apprendre à m'arrêter, ai-je répondu. Il a ri, et son rire m'a rappelé celui de Jacques jadis. Cette réminiscence m'a serré le cœur, mais sans douleur. C'était un souvenir lavé de rancune. Je suis restée longtemps à regarder la mer, et dans ce silence rythmé par les vagues, j'ai compris que je ne voulais plus gagner contre qui que ce soit. Je voulais juste exister pleinement, dignement, tranquillement. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai commencé à ranger mes papiers, non plus par défense, mais par choix. J'ai trié les dossiers, classé les preuves, refermé la pochette grise. Sur la couverture, j'ai collé une étiquette « Affaire close ». Puis j'ai ouvert mon carnet bleu et j'ai écrit « Ce n'est pas une victoire, c'est une libération ». Les jours suivants, j'ai reçu une lettre. C'était Paul. Quelques lignes seulement. « Maman, les enfants parlent souvent de toi. Léa a cousu un petit sac avec un morceau de tissu de ton ancienne robe bleue. Elle dit que c'est son talisman. Peux-tu venir dimanche ?» J'ai relu la phrase plusieurs fois. Léa, ma petite fille, cousait. J'ai senti mes yeux se mouiller. Le fil continuait. Dimanche, je suis allée chez eux. Sophie n'était pas là.
Paul m'a accueilli avec un sourire maladroit, un peu honteux. Mais Léa, elle, a couru vers moi avec le petit sac entre ses mains. « Regarde, mamie, j'ai appris toute seule. C'est magnifique, ma chérie. Papa dit que tu sais tout réparer. » J'ai eu un frisson. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai murmuré. « Non, pas tout. Mais ce qui compte, oui. » On a déjeuné dehors, sous un parasol blanc. Le soleil filtrait à travers les feuilles. C'était simple, doux, vrai. Paul parlait peu, mais dans ses silences, il y avait du respect, celui qu'on accorde à ceux qu'on a enfin compris. Avant de partir, il m'a dit « Maman, je voudrais que tu saches. Sophie a demandé le divorce. » Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai posé ma main sur son bras. Ce n'est pas un drame. Parfois, la vérité met tout le monde à sa place. Il a acquiescé, les yeux pleins d'eau. « Tu crois qu'on peut recommencer ?» On ne recommence jamais, Paul. On continue, autrement. Ce soir-là, en rentrant, j'ai préparé une soupe aux légumes et j'ai mis une bougie sur la table. Je me suis assise devant la fenêtre ouverte. La nuit sentait la terre et les lilas. J'ai pensé à Jacques, à Sophie, à Paul, à Léa, à tout ce que j'avais perdu et à ce que j'avais sauvé, ma voix. Je me suis dit que, oui, à 78 ans, on pouvait encore apprendre à vivre, non pas à se battre à vivre, et qu'il fallait du courage pour ne pas haïr. J'ai écrit la dernière phrase de la journée dans mon carnet bleu. Le fil continue, mais cette fois c'est moi qui tiens l'aiguille. Puis j'ai soufflé la bougie, et le silence autour de moi n'avait plus rien d'une punition. C'était une maison apaisée, une maison libre. L'automne s'est installé doucement sur la rue des Tilleuls. Les feuilles tombaient comme des souvenirs qu'on laisse aller, un à un. Je vivais seule, mais pas esselée. J'avais appris à écouter la maison, son craquement discret, le frottement du vent sur les vitres, le ronronnement de la bouilloire. La solitude avait cessé d'être un vide. C'était un territoire retrouvé. Chaque matin, je notais la date, la météo, une phrase. Pas un journal intime, non un registre de paix. Sur la première page de novembre, j'ai écrit « Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a que des leçons. » Un dimanche, Paul est revenu avec Léa et Noé. Ils sont entrés timidement, comme s'ils visitaient un musée interdit. « Bonjour maman » a-t-il dit doucement. J'ai ouvert les bras et Léa s'y est précipitée. Elle portait une petite robe bleue, la mienne, raccourcie, ajustée, recousue à la main. « Regarde, mamie, j'ai appris les points invisibles. » J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. La boucle était bouclée. La robe qu'on avait voulu jeter vivait encore, sur le corps d'une enfant qui riait. Ce n'était plus un vêtement, c'était une transmission. Nous avons pris le thé dans la cuisine. Paul m'a observé longuement. « Tu sembles différente, maman. »« Non, Paul, c'est toi qui vois autrement. » Il a souri. « Peut être. Tu me fais penser à papa, maintenant, calme et précis. » Je n'ai pas répondu. J'ai pensé à Jacques, à son regard tranquille, à sa manière de dire que la justice ne se crie pas, elle se prouve. Il avait raison. Quand ils sont repartis, j'ai marché jusqu'au jardin. Le lilas était encore vert, prêt à refleurir une dernière fois avant l'hiver. Je me suis assise sur le banc, là où Jacques aimait lire. Le ciel était clair, la lumière dorée. J'ai pris mon carnet bleu et j'ai écrit lentement. On ne perd jamais pour rien. On apprend à tenir debout. Puis j'ai ouvert la pochette grise une dernière fois. Les papiers, les photos, les lettres, tout y était, soigneusement classé. Mais désormais, ce n'était plus des armes. C'était des preuves d'une renaissance. J'ai refermé la pochette, je l'ai attachée d'un ruban blanc. Et j'ai écrit dessus, au feutre, à Léa, pour plus tard. Le soir, j'ai allumé une bougie. La flamme dansait doucement sur les murs. J'ai bu une gorgée de thé, lentement, et j'ai parlé à voix basse. « Tu vois, Jacques, elle a jeté mes robes, mais pas ma mémoire. Tu m'avais dit un jour, ce qu'on garde dans la tête, personne ne peut le brûler. Tu avais raison. » J'ai souri en pensant à lui, à la maison, à la mère de Cassis, à cette jeune femme de 20 ans que j'avais été et que je retrouvais enfin au seuil de la vieillesse. Pas affaiblie. Affermie, je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent entrait, frais, apaisé. J'ai murmuré. Pour moi seule, pour toutes celles qui m'écouteraient un jour. Ne croyez jamais que le silence est faiblesse. Le silence peut aussi être une forme de justice. J'ai soufflé la bougie, et la maison est restée droite dans la nuit, comme moi.